Bonjour et bienvenue sur LCP pour ce nouveau numéro des grands débats. Nous sommes au cœur de la représentation nationale. La 17e législature s'est ouverte après le résultat des élections législatives provoquées par la dissolution. La session inaugurale a lieu le 18 juillet, marquée par l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, une élection majeure puisqu'il s'agit du 4e personnage de l'État avec un rôle clé dans la vie institutionnelle. Ce jour-là, l'hémicycle est plein, 577 députés, nouveaux ou plus anciens, qui siègent ensemble. La séance est présidée par le doyen d'âge, José González, 81 ans. Une longue journée de suspense qu'on vous raconte tout de suite. Je déclare ouverte la 17e législature de l'Assemblée nationale et la session de droit prévue par l'article 12 de la Constitution. Nous en venons maintenant à notre ordre du jour. Au terme de l'article 1er du règlement, les 6 plus jeunes députés présents sont appelés à remplir les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Ce sont M. Flavien Termé, Mme Anand Mansouri, M. Louis Boyard, M. Léo Benhardt, M. Auguste Evrard et M. Hugo Prévost. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est constitué. En application de l'article LO 179 du Code électoral, j'ai reçu du ministre de l'Intérieur la liste des députés élus. Mesdames, Messieurs, chers collègues députés, je ne sais si l'âge est un privilège, mais d'ouvrir cette séance solennelle l'est incontestablement. Pour moi, enfant du peuple, élu d'une circonscription populaire de notre beau Midi en Provence, et français né sous le soleil de notre continent qui a appris par son déchirant déracinement le sens du mot patrie, c'est, pour la seconde fois de ma vie, un immense honneur. Je vous le dis, c'est avec émotion que je m'exprime devant vous, qui êtes les représentants d'une entité chère à mes yeux, la plus chère qui soit, la nation française. Une nation aujourd'hui endeuillée par la mort de 2 personnes, dont 3 enfants, dans un incendie dont tout porte à croire qu'il est criminel et lié au trafic de drogue, je vous en ai parlé à l'instant. Qu'il me soit permis de féliciter les collègues de la précédente mandature pour leur réélection. Qu'ils voient dans cette reconduction la reconnaissance de leur engagement au service des citoyens, des citoyennes de leur circonscription et de leur travail parlementaire. À ces félicitations, j'ajoute celles que j'adresse aux nouveaux élus qui nous rejoignent au sein de cette vénérable Assemblée, avec des souhaits de bienvenue et des vœux sincères de réussite dans leur nouveau mandat. J'en profite pour remercier en notre nom à tous le personnel de l'Assemblée qui, hier comme demain, nous permettra d'exercer notre mandat dans les meilleures conditions possibles. C'est un homme d'engagement et de conviction affirmée qui s'adresse humblement à vous cet après-midi. C'est aussi un Français patriote qui souhaite le meilleur pour son pays et tout particulièrement pour son peuple, la paix, la concorde civile et la fraternité. À ceux qui ont, comme moi, vécu pour leurs idées, la vie a enseigné au soir de leur existence le respect pour ceux qui s'engagent, la tolérance pour ceux qui s'expriment et l'indulgence pour ceux qui se trompent. À mes collègues de tous bords, et notamment aux plus jeunes d'entre nous, bouillant d'une ardeur militante, mais aussi peut-être de l'impatience et parfois de l'intransigeance de la jeunesse, je les invite à entraîner cette Assemblée par le dynamisme positif de leurs idées. Il me semble que personne ne souhaite revivre les débordements malheureux qu'on a pu connaître dans la précédente mandature et qui, je le crois, ne renvoient pas une image tout à fait exemplaire de notre institution. C'est tout à notre honneur d'entrer ici avec nos convictions et parfois nos passions. Elles sont saines et légitimes, ne serait-ce que parce qu'elles sont adoubées par le suffrage universel. Sur tous les bancs, nous les défendons avec sincérité, ferveur et le souci que chacun de nous se fait du bien commun. Plus que partout ailleurs, l'esprit démocratique comme le respect de l'opinion de l'autre ne doit jamais se dissiper. Ils nous enjoignent d'exprimer nos convictions avec tempérance et civilité, avec raison et esprit de responsabilité.
Politesse et politique sont intimement liées. Les joutes verbales les plus belles, c'est-à-dire les plus élevées, sont généralement les plus courtoises, les plus subtiles, les plus spirituelles. Elles disqualifient les absurdes vociférations et les puériles invectives. Les esprits supérieurs s'expriment dans cet hémicycle davantage par l'intelligence que par l'intempérance, davantage par le lyrisme que par le bellicisme. La confrontation des idées est féconde, celle des hommes est destructrice. Notre responsabilité est d'autant plus grande que la France nous regarde, nous qui, par notre attitude et nos propos, inspirons le débat politique sur tout le territoire, lui donnons sa tonalité, le façonnons pour l'image que nous en renvoyons. L'écho de nos débats, que l'on peut croire étouffé dans cette enceinte sans fenêtre, ici, sur les bords de la Seine, loin du pays profond, et parfois dans les interminables séances de nuit, résonne en réalité dans tout le pays. Dans l'intérêt de tous et de la France, nous devons prendre garde de ne pas ajouter à la division des Français, de ne pas accroître les tensions de la société ou entretenir, même indirectement par notre comportement, en quoi que ce soit, l'agressivité, ce climat dangereux qui tend à s'installer partout et dont il nous appartient instamment de prémunir le pays. Si tout peut nous séparer, qu'au moins le rejet de la violence politique puisse nous rassembler. Au seuil de cette mandature, je forme donc le vœu que cette enceinte, la maison du peuple et de la démocratie, soit un lieu où s'expriment les convictions, toutes les convictions, mais dans un climat apaisé et respectueux. Cette exigence s'impose d'autant plus que la mandature qui s'ouvre n'est incontestablement pas comme les autres. D'abord parce que les alliances d'entre-deux tours, pour le moins baroques, ont pu forger des logiques de rejet plus que de projet. Au moment où le pays est en proie à des graves crises et à des urgences, notamment sociales, nos concitoyens ont davantage besoin de solutions que de confrontations. Mais surtout, à rebours de la logique présidentialiste de notre Ve République, nous entrons dans une période qui met l'Assemblée nationale au cœur du jeu politique au moins pour un an, jusqu'au moment où le chef de l'État retrouvera constitutionnellement le droit de dissolution. Nous, parlementaires, devons être conscients de cette nouvelle responsabilité et, comme dépositaires un temps de ce pouvoir renforcé, nous en montrer dignes. Sortir de cette situation paradoxale dans laquelle le président a imprudemment embourbé le pays exige aussi, faut-il le rappeler, de la part de l'exécutif de rompre avec certaines pratiques. Dans le passé et encore récemment, elles ont été ressenties par nombre de parlementaires comme peu respectueuses de la représentation nationale et même par la méconnaissance de l'esprit des lois comme peu en phase avec une démocratie moderne. Nul ne sait comment se déroulera cette séquence inédite en 60 années d'histoire parlementaire, mais personne ne peut souhaiter de voir le pays livré au blocage, au chantage ou au marchandage. Il n'y a pas pour un pays de pire politique que la politique du pire. Pour autant, ce retour accidentel à la funeste 4e République n'est en aucune manière souhaitable pour un pays. Les défis sont immenses et la situation nationale ou internationale appelle non pas un gouvernement technique ou qui expédierait les affaires courantes, mais un retour résolu du politique, c'est-à-dire d'une vision et d'une volonté politique. C'est sans nul doute ce qui nous attend dans un an. Ce retour au fonctionnement normal de nos institutions sera, à l'évidence, pour le bien du pays. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle, conformément à l'article 9 du règlement, l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Cette élection a lieu au scrutin secret à la tribune. J'ai été saisi des candidatures de Madame Yaël Braun-Pivet, Monsieur André Chassaigne, Monsieur Sébastien Chenu, Monsieur Charles de Courson, Monsieur Philippe Juvin et Madame Naïma Mouchou. Aux deux premiers tours de scrutin,
La majorité absolue des suffrages exprimés est requise. Je vous informe que les bulletins manuscrits sont valables, mais que des bulletins imprimés sont à votre disposition. Ces bulletins mis sous enveloppe seront placés dans l'urne sous le contrôle des secrétaires d'âge. Le scrutin sera dépouillé par 4 scrutateurs titulaires et 2 scrutateurs suppléants. Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel nominal. F comme Fox. Pour faciliter le déroulement du scrutin, je vous prie de bien vouloir attendre l'appel de votre nom pour monter à la tribune. J'ouvre le scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin sera clos vers 16h15. Le scrutin est donc ouvert pour élire le président ou la présidente de la nouvelle Assemblée nationale. Alors pour cette séance inaugurale, les députés sont assis dans l'hémicycle par ordre alphabétique. Ils montent un par un à l'appel de leur nom à la tribune pour voter à bulletin secret. La lettre F a été tirée au sort. C'est parti. Lettre I, Monsieur Yordanov. Monsieur Isaac Sibille. Lettre J, Monsieur Jacobelli. Monsieur Jacques. Monsieur Jeanbrun. Monsieur Genft. Monsieur Jolivet. Monsieur Joly. Madame Joncourt. Madame Josserand. Madame Josso. Madame Joubert. Madame Jourdan. Et il y a du suspense pour l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Une nuée de journalistes français et étrangers a envahi cette salle des 4 colonnes. Elle attend devant ce couloir qui mène à l'hémicycle. Et là, on voit bien sur la télé, il n'y a plus ce qui se passe dans l'hémicycle puisqu'on va dépouiller. C'est ici que les journalistes dans cette salle des 4 colonnes suivent ce qui se passe. Regardez cette installation, cette forêt de caméras, de micros. Elle donne sur le couloir en fait par lesquels les députés sortent de l'hémicycle. Et quand il y a des personnalités qui veulent prendre la parole, être sûres d'être diffusées dans tous les médias, sur toutes les chaînes de télé et radio, ils viennent se mettre ici. C'est un poste stratégique. Maintenant, pendant le dépouillement, il ne se passe plus rien dans l'hémicycle. Ce qui va se passer, c'est dans cette salle des 4 colonnes, on va essayer évidemment d'avoir des invités. Regardez sur les images ces urnes qui sont en train, avec les scrutateurs qui ont été tirés au sort, des députés tirés au sort, ils vont se rendre dans le 5e bureau, qui est un bureau qui est juste derrière la salle des 4 colonnes, pour procéder au dépouillement. Évidemment, ils sont entourés d'huissiers, tout ça est fait dans les règles de l'art, et on saura après, quel est le résultat de ce premier tour. En attendant, dans cette salle des 4 colonnes, des députés vont passer. On va essayer de leur demander déjà de se projeter sur ce deuxième tour, mais on connaît déjà la réponse. Ils vont attendre d'avoir la photo du premier tour avant d'élaborer des stratégies. Ce qu'on nous dit aussi, certains groupes veulent un petit temps, une suspension de séance, 20 minutes pour pouvoir parler avec leurs alliés, leurs futurs alliés, nouer les deals de dernière minute, tout confirmer. Est-ce que ce sera possible? C'est un petit peu particulier puisque le président, il n'est là, vous savez, que parce que c'est le doyen d'âge, mais on verra, il y aura peut-être une petite période, un petit moment d'attente où on pourra avoir des discussions. Tout ça, ça se fait généralement dans les bureaux adjacents et puis évidemment, les téléphones portables chauffent pendant ces périodes.
Et le vote se poursuit à l'Assemblée nationale pour ce premier tour de l'élection au perchoir. Il y a 6 candidats en lice et beaucoup de suspense. Et dans ces couloirs, chacun défend son candidat. Le Rassemblement national présente Sébastien Chenu pour le perchoir. En revanche, avec vos alliés, vous avez 143 députés. Ça va être difficile quand même. Comme pour les autres, il n'y a pas de majorité. Bonjour d'abord, désolé. Il n'y a pas de majorité dans cet hémicycle. Donc en réalité, on ne peut pas partir du principe que c'est difficile dès l'origine, puisqu'on ne sait pas comment vont se comporter les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est que j'entends beaucoup parler de stratégie, moi, depuis quelques jours. Les stratégies pour avoir le perchoir, les stratégies pour avoir un ministère. Moi, je trouve ça désolant, je trouve ça déplorable, parce que les Français, en réalité, ils n'ont pas voté pour que les députés aient des stratégies. Ils ont placé le Rassemblement national premier parti de France, plus de 10 millions d'électeurs, premier parti politique de l'Assemblée nationale, parce qu'on est le premier parti politique de l'Assemblée nationale. Et de ce fait, les Français s'attendent à ce que leur vote et les institutions soient respectées comme elles l'ont toujours été. Et ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait des stratégies qui soient tirées dans tous les sens. Donc il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas... Voilà, on présente celui qui nous semble être le meilleur président de l'Assemblée nationale. Il l'a démontré pendant 2 ans en ayant été, je pense, c'est mon avis peut-être subjectif, le meilleur vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il a toutes les qualités requises pour, de manière impartiale, diriger les débats. Et donc je pense qu'il a toute sa place au perchoir à l'issue de ces élections. Il y a néanmoins forcément une réflexion, c'est une élection, il y a plusieurs tours, donc il y a forcément une réflexion sur ce que vous allez faire au 2e tour, au 3e tour. Est-ce que si Sébastien Chenu ne fait pas assez de voix pour avoir la majorité absolue aux 2 premiers tours, est-ce qu'au 3e tour, vous pourriez voter pour Yaël Braun-Pivet ou Naïma Moutchou Alors là, je vais vous dire honnêtement, aucune idée, parce que comme je vous l'ai dit, on ne sait pas du tout où on va. Qui nous dit que Sébastien Chenu ne va pas arriver 2e en nombre de voix de ce fait, on va dire imposer peut-être une retenue de la part du bloc central pour ce fameux 3e tour. On est dans l'expectative complète. Donc c'est compliqué de se dire tout de suite qu'on va voter pour telle ou telle personne. Ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas de communistes au perchoir de l'Assemblée nationale et qu'on fera tout pour l'éviter. Vous êtes vice-présidente du groupe écologiste et social, mais votre candidat, c'était bien André Chassaigne. Quelles sont ses chances ? Écoutez, moi je suis donc toujours un député du nouveau Front populaire et donc je suis d'abord ravie que l'ensemble du nouveau Front populaire ait pu se mettre d'accord sur une seule candidature. Et André Chassaigne, en outre d'être un député communiste extrêmement sérieux, c'est quelqu'un de très fortement respecté. C'est un sage dans le débat parlementaire et chacune et chacun sait qu'il saura respecter l'ensemble des groupes et il saura aussi respecter l'ensemble des territoires de notre République. Et c'est important aussi d'avoir une candidature à l'Assemblée nationale qui respecte le Parlement et qui crée une indépendance par rapport à l'exécutif, par rapport à Emmanuel Macron. On nous parle d'un accord entre le camp présidentiel et la droite républicaine, peut-être un désistement du Rassemblement national, on verra. En tout état de cause, si Yaël Braun-Pivet se maintient au perchoir, quelle en sera pour vous, quelles conséquences vous en tirerez ? Alors d'abord, les 4 groupes du nouveau Front populaire ont écrit une adresse pour dire « Nous avons fait un barrage républicain » avec désistement de candidats du nouveau Front populaire ou de candidats macronistes pour vraiment se tourner vers les électrices et les électeurs et dire « Non, nous voulons défendre la République contre la menace de l'extrême droite ». La moindre des choses, ça serait de répondre à ce courrier. Or, aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse. Donc, que se passe-t-il ? Face aux électeurs, il y aura un barrage républicain. Et pour certains, pour avoir des voix pour gagner la présidence de l'Assemblée nationale, des deals pourraient être effectués avec le Rassemblement national en leur donnant je ne sais quel siège ailleurs, avec une banalisation de l'extrême droite dans nos institutions. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Si André Chassaigne n'est pas au perchoir, vous pouvez dire au revoir à Matignon. C'est la conséquence aussi que le nouveau Front populaire en tirera. J'imagine bien qu'Emmanuel Macron voudra donner cette interprétation. Vous savez, l'Assemblée nationale est dans une situation bien particulière. Oui, il y a 3 tiers. Mais il y a quand même une force qui est arrivée en tête. C'est le nouveau Front populaire. Donc la cohérence, c'est qu'Emmanuel Macron respecte le peuple souverain, ce qui s'est exprimé dans les urnes, et nomme un ou une première ministre du nouveau Front populaire. Et là, vis-à-vis des miens, je leur dis, écoutez, ça fait depuis le début que cette méthode de négociation en huis clos entre les chefs de parti ne fonctionne pas. Ce n'est pas la bonne méthode. Nous devons réunir l'ensemble des députés du nouveau Front populaire en assemblée plénière, que les candidatures puissent être auditionnées. Et si on ne fait pas consensus, eh bien on passe au vote. La démocratie, c'est toujours ce qu'il y a de mieux.
Merci beaucoup Danielle Simonet, vice-présidente donc du groupe écologiste et social. C'est comme ça que s'appelle le nouveau groupe écologiste ici à l'Assemblée. Dans les couloirs, les grandes manœuvres sont lancées en vue de conclure des alliances pour gagner ce perchoir. Alors chacun se compte pour voir s'il fait le plein de voix, s'il faut se maintenir ou se désister. Bref, haute tension ici à l'Assemblée. Juste derrière moi, c'est un mur, une forêt de caméras, de perches et des députés qui passent pour dire ce qu'ils pensent de la situation. Là, il y a Antoine Léaumont des Insoumis qui est en train de répondre à des questions. Donc ça, c'est un travail officiel. Et puis officieusement, eh bien, c'est les téléphones qui s'activent. On demande aux uns et aux autres quels deals sont en train d'être noués, quelle est la stratégie pour le second tour. Alors, c'est des rumeurs et on voit que la situation peut quand même changer à tout moment. Mais ce qui paraît assez consolidé, c'est le fait que le camp présidentiel a négocié avec la droite républicaine le retrait du candidat Philippe Juvin pour apporter les voix de la droite républicaine à Yaël Braun-Pivet. En contrepartie, les Républicains auraient plusieurs postes à responsabilité dans le bureau, mais aussi peut-être la présidence de la prestigieuse commission des finances. Attention, tout ça, quand on fait un deal, après, il y a quand même un vote. Donc tout peut tomber au dernier moment. Ça, c'est quasiment assuré. En tout cas, on a quand même plusieurs sources qui vont dans ce sens-là. Ce qu'on s'interroge maintenant, c'est l'attitude qu'aura le Rassemblement national. Franck Alizio le disait il y a quelques instants, ils ne veulent pas d'un candidat du NFP au perchoir. Après ça, il peut y avoir plusieurs stratégies. Le candidat Sébastien Chenu peut décider de se désister. Dans ce cas, ce n'est pas sûr que l'abstention des voix du RN suffise à faire élire, par exemple, un candidat du camp présidentiel dès le deuxième tour. Il faudra peut-être attendre le troisième. C'est un peu compliqué, mais vous le savez, les règles ne sont pas les mêmes. Au troisième tour, c'est la majorité simple. Ensuite, le RN pourrait aussi apporter ses voix à un candidat du camp présidentiel, mais ça, on parle ici un peu de baiser de la mort. Ces voix du RN, vous savez, elles sont un peu toxiques pour le camp présidentiel. On essaye d'en savoir plus. Il y a beaucoup d'infos qui circulent, beaucoup d'intox aussi. C'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'on dit. Ici, dans cette salle des 4 colonnes, on en a encore pour une bonne demi-heure de dépouillement qui a lieu dans les salles juste à côté, au 5e bureau, avec les scrutateurs et les huissiers de l'Assemblée nationale. Et il est 17h15 ce jeudi 18 juillet, à l'heure de la séance. Les 577 députés ont tous voté, à bulletin secret, à l'ancienne, à la tribune, et c'est l'heure du résultat. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin pour l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Nombre de votants, 574. Bulletins blancs ou nuls, 4. Suffrages exprimés, 570. Majorité absolue, 285. Ont obtenu Madame Yaël Braun-Pivet, 124 voix. Monsieur André Chassagne, 200 voix. Monsieur Sébastien Chenu, 142 voix. Monsieur Charles de Courson, 18 voix. Monsieur Philippe Juvin, 48 voix. Madame Naïma Mouchou, 38 voix. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin. Je m'adresse maintenant aux candidats pour leur demander s'ils maintiennent leur candidature. Je les énumère, là. Madame Yaël Braun-Pivet. Monsieur André Chassagne. Monsieur Sébastien Chenu.
Monsieur Charles de Courson. Monsieur Philippe Juvin. Madame Naïma Mouchou. C'est noté, madame. Nous allons donc procéder au deuxième tour de scrutin pour l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Sont candidats pour ce deuxième tour Madame Yaël Braun-Pivet, Monsieur André Chassaigne, Monsieur Sébastien Chenu, Monsieur Charles de Courson. Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est encore requise. Comme au premier tour, l'appel nominal commencera par la lettre F, Fox. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Il sera clos vers 18h15. Et il est 19h ce jeudi 18 juillet, 4 heures après l'ouverture de la séance. C'est l'heure d'annoncer les résultats du second tour. Voici le résultat du deuxième tour de scrutin pour l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Nombre de votants, 574. Bulletin blanc ou nul, 5. Suffrages exprimés, 569. Majorité absolue, 285. Ont obtenu Madame Yaël Braun-Pivet, 210. Monsieur André Chassaigne, 202. Monsieur Sébastien Chenu, 143. Monsieur Charles de Courson, 12. Autres, 2. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de procéder à un troisième tour de scrutin. Toutes les candidatures sont-elles maintenues? Madame Yaël Braun-Pivet, Monsieur André Chassaigne, Monsieur Sébastien Chenu, Monsieur Charles de Courson, elle a dit non. Monsieur Charles de Courson, désolé, je n'ai pas entendu. Non. D'accord, ok. Donc nous allons procéder à un troisième tour et je rappelle qu'au troisième tour, au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit et qu'en cas d'égalité des suffrages, l'article 9, alinéa 2 du règlement prévoit que le plus âgé est élu. Comme aux deux premiers tours, l'appel nominal commencera par la lettre F. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Il sera clos vers 19h50. Les minutes s'égrènent ici à l'Assemblée. Il y a beaucoup de suspense. 3 candidats restent en lice pour le perchoir. Yaël Braun-Pivet, André Chassaigne et Sébastien Chenu. Et un homme est en position de faiseur de roi. Il s'agit du député très chevronné Charles de Courson. 12 voix se sont portées sur lui et ces 12 voix sont cruciales. Alors Charles de Courson est courtisé à la fois par le camp présidentiel et par la gauche. La chasse aux voix est lancée. Le vote s'annonce très serré.
on va retrouver Elsa Mondingava. Elsa, vous êtes salle des 4 colonnes. Alors ça y est, ce scrutin est désormais clos. On attend maintenant le verdict des urnes. Oui, et c'est un ballet qu'on va voir pour la 3e fois avec les scrutateurs qui vont sortir, qui vont se rendre. Regardez, ces urnes, les huissiers de l'Assemblée nationale, les scrutateurs qui ont été donc tirés au sort au début, à 15h, au début de la séance. Ils vont se rendre donc dans un bureau tout proche de la salle des 4 colonnes, procéder au dépouillement. José González, qui préside la séance, le doyen d'âge, a annoncé une réponse vers 20h40, fin du suspense. Quand on dit suspense, c'est parfois galvaudé. Là, on peut le dire, il y en a vraiment du suspense, puisque Yaël Braun-Pivet est arrivée en tête avec 210 voix au deuxième tour, puisqu'il y en a un troisième, mais talonné de près par André Chassaigne, 202 voix. Le Rassemblement national avec Sébastien Chenu se maintient. Il a fait 143 voix au deuxième tour. Est-ce qu'il fera exactement la même chose au troisième? Normalement, oui. Ou sinon, il faudra regarder pourquoi. Et puis Charles de Courson, qui a obtenu 12 voix au troisième tour, c'est lui désisté, mais c'est liberté de vote chez Lyotte. Impossible donc de savoir où ces 12 voix vont aller, plutôt du côté du Nouveau Front Populaire, plutôt du camp présidentiel. Ça peut se jouer dans l'entourage des candidats, on le dit, à 2-3 voix près. Ça va être évidemment un scrutin donc très serré. S'il est très serré, il sera évidemment contesté sur sa légitimité. On peut s'attendre à des réactions très fortes après l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Et une règle qu'on rappelle en cas d'égalité. On en est là, on en est à imaginer aussi ce scénario en cas d'égalité. C'est l'âge qui prime. André Chassaigne est plus vieux que Yaël Braun-Pivet. Jean-Vincent Jeanbrun, vous avez, la droite républicaine, reporté vos voix pour Yaël Braun-Pivet. Pourquoi c'est une bonne candidate pour vous ? La question, c'est pas pour nous de choisir tel ou tel candidat, c'était de tenir une promesse faite à nos électeurs, à savoir prendre nos responsabilités pour faire barrage à ceux qui ont bordélisé l'Assemblée nationale depuis 2 ans et ceux qui avaient l'intention de continuer à le faire. Et donc nous, on est en cohérence avec ce que nous avons promis à nos électeurs, à savoir empêcher la France insoumise et ses alliés de prendre le pouvoir dans cette Assemblée pour y mettre le chaos qu'ils ont eu l'habitude de mettre pendant 2 ans. Il se dit qu'en échange du soutien à Yaël Braun-Pivet, vous avez négocié pour obtenir un questeur, un vice-président. Est-ce que c'est le cas ? Dans le sujet, c'est pas d'être dans des petits accords ou des petits arrangements. La droite républicaine va présenter des candidats à chaque étape. Nous, on est persuadés qu'il y a besoin de faire fonctionner cette Assemblée, cette institution. Et le meilleur moyen pour ça, c'est qu'effectivement, il y ait des représentants de la droite républicaine à des postes clés. On l'espère sur une première vice-présidence. Après, on fait confiance aussi à l'intelligence collective. Nous, on prend nos responsabilités sur cette élection à la présidence au perchoir. Peut-être que d'autres formations politiques le feront. Moi, je vais dire très clairement, on assume de discuter avec toutes les forces républicaines de cet hémicycle pour le bien de cette institution. C'est vraiment l'objectif. Et pourquoi on le fait ? Parce que derrière, on a des propositions pour les Français. On a notre pacte républicain, notre pacte législatif qu'on veut proposer, avec le retour de l'autorité, avec la réhabilitation du travail, avec un certain nombre de mesures fortes. Et pour pouvoir les proposer aux Français et faire avancer le pays, il faut que cette belle institution qu'est l'Assemblée nationale avance et fonctionne. Alors pour ce 3e tour de scrutin, la majorité relative suffit pour être élu. Ce 3e vote sera donc le dernier. Et le suspense ici et ce jour-là à son comble. C'est parti pour l'annonce du résultat. Dernier suspense de la soirée. Nombre de votants 572. Bulletins blancs ou nuls 3. Suffrages exprimés 569. Ont obtenu Madame Yaël Braun-Pivet, 220 voix. Monsieur André Chassaigne, 207 voix.
Monsieur Sébastien Chenu, 141 voix. 141 voix. Autre, une voix. Madame Yaël Braun-Pivet, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Mes chers collègues, c'est avec une immense émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Les dernières semaines ont été extrêmement tendues. Nous avons pu voir un pays inquiet, un pays fracturé. Et ce que l'on peut se dire, c'est que nous avons aujourd'hui une immense responsabilité. Pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années, les Français ont été massivement aux urnes. Près de 70% d'entre eux ont voté à ces dernières élections législatives. Ces voix, ces suffrages, cette mobilisation exceptionnelle et inédite nous appelle à une immense responsabilité. Parce que si nos compatriotes sont allés aussi nombreux aux urnes, c'est qu'ils ont compris que la démocratie était un bien précieux. Ils ont compris qu'il y avait des enjeux majeurs et que les hommes et les femmes politiques que nous sommes peuvent avoir un impact direct sur leur vie et que nos décisions, nos actions peuvent changer leur vie. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit « Occupez-vous de nous, occupez-vous de notre pouvoir d'achat, occupez-vous des déserts médicaux, occupez-vous de renouveau, occupez-vous de nous, occupez-vous de nos écoles, occupez-vous de nos services publics. » Occupez-vous de nous recréer des emplois. Occupez-vous de nos enfants. Occupez-vous de notre planète, de l'environnement. Occupez-vous de notre sécurité. Occupez-vous de notre défense. Eh bien, ces messages, quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos territoires d'élection, nous devons les entendre. Et nous devons apporter de nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions, nous devons les apporter avec de nouvelles méthodes. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. En même temps, elle a cette immense responsabilité qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis, nous devons être capables de dialoguer, de nous écouter et d'avancer. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour ce faire, à vos côtés pour dialoguer, à vos côtés pour innover, à vos côtés pour tracer ce nouveau chemin que l'Assemblée nationale doit emprunter. Je ne serai pas beaucoup plus longue parce que
Je sais que cette journée a été longue et que l'Assemblée nationale doit continuer à se réunir demain et samedi. Mais en tout cas, je voulais vraiment remercier chacun d'entre vous du fond du cœur et remercier aussi et féliciter tous les députés qui se sont présentés aujourd'hui. En premier, Monsieur le Président Chassaigne, qui sait à quel point je le respecte et apprécie. Je voudrais également féliciter Monsieur Sébastien Chenu. Madame Naïma Mouchou. Elle est où? Monsieur Philippe Juvin. Et Monsieur Charles de Courson. Chacun d'entre vous, vous avez porté une voix singulière, vous avez porté les voix de vos groupes parlementaires, au-delà des députés qui sont dans cet hémicycle. Et je voudrais vraiment que vous sachiez à quel point je m'engage à travailler avec chacun d'entre vous tout au long de ce mandat. Cette élection m'oblige peut-être plus que jamais, plus que celle de 2022. Et vous savez que je mettrai tout mon acharnement, tout mon travail à œuvrer pour vous et à travers vous à œuvrer pour les Français. Je vous remercie. Et au bout du suspense, c'est donc Yaël Braun-Pivet qui est réélue présidente de l'Assemblée nationale devant le candidat de la gauche, André Chassaigne, et celui du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Dès la fin de la séance, la gauche se présente unie devant les caméras et crie au déni de démocratie. Quelques mots en ouverture des interventions des différents groupes du Nouveau Front populaire. C'est dire notre fierté d'avoir mené ce combat uni, de nous avoir mis d'accord sur un candidat unique du Nouveau Front populaire. Je crois qu'ici, nous avons défendu nos couleurs, notre programme, avec honnêteté, nous plaçant, comme ça a été le cas dans l'ensemble du pays, comme étant le premier groupe de l'Assemblée nationale et l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Que certains, après avoir participé par une combinaison, et je parle des Républicains, après avoir participé à cette combinaison qui a permis de ne rien changer alors que le peuple attendait que ça change, que certains se déclarent aujourd'hui dans l'opposition de l'Assemblée nationale, non seulement c'est malsain, mais je dirais que c'est nauséabond. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à continuer ce combat pour faire en sorte que dans l'Assemblée, nous soyons les défenseurs du pouvoir législatif qui ne doit pas être la courroie de transmission de quelque pouvoir exécutif que ce soit. Et puis, faire le constat que le vote des Françaises et des Français, c'est un vote
qui a été volée aujourd'hui par une alliance contre nature, ça nous donne encore plus de force. Nous avons conduit un beau combat avec un beau résultat et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. Peut-être non, pour continuer, on va s'exprimer tous les quatre si vous nous le permettez, puisque nous avons une candidature unique qui est d'abord, et c'est le premier résultat de cette élection, et le premier bloc politique de cet hémicycle. Je le dis à quel point le vote pour Yaël Braun-Pivet, qui a une victoire qui résonne comme un échec, est un signal terrible pour la démocratie dans notre pays. Les magouilles, aujourd'hui, ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet, mais ont primé sur le résultat de ces urnes qui donnait le nouveau Front populaire comme première force politique, ce que nous avons pu vérifier encore une fois dans l'élection. Vous remarquerez qu'il y a 13 voix d'écart qui ont permis à Yaël Braun-Pivet de battre la candidature unique du nouveau Front populaire, celle que nous portions toutes et tous ensemble, celle d'André Chassaigne. Quand je parle de magouilles et de combines qui ont permis de voler le résultat démocratique du peuple français, vous remarquerez que hier, alors que Emmanuel Macron avait jusqu'alors refusé la démission du gouvernement d'Attal, alors que les Français et les Françaises ont choisi d'infliger une défaite sévère à la politique d'Emmanuel Macron et surtout d'exiger une rupture, eh bien, nous avons de nouveau Yaël Braun-Pivet comme présidente, qui ne correspond absolument pas à ce que le peuple a exprimé dans les urnes. Mais ces 14 voix d'écart, alors qu'il y avait d'abord eu un refus de démission, eh bien hier, comme de par hasard, cette démission a été acceptée et donc il se trouve que siègent 17 ministres d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, députés, et on comprend bien la fébrilité et la fragilité de ce pouvoir qui avait absolument besoin de ces 17 voix pour pouvoir faire en sorte de battre notre candidature commune. S'il n'avait pas combiné ainsi, alors le nouveau Front populaire aurait gagné la présidence de l'Assemblée. Je rajoute que vous noterez que malgré les apparences du Rassemblement national qui a fait croire qu'il maintenait sa candidature et qu'il continuait, il manque 2 voix à l'extrême droite qui se sont portées sur la candidature de Yaël Braun-Pivet. Et que donc, comme d'habitude, l'extrême droite joue l'assurance vie du système en permettant à Yaël Braun-Pivet, là aussi, de l'emporter. Il y a donc 13 voix d'écart. Ces 13 voix d'écart sont une combine pour, là aussi, je le répète, voler le résultat des urnes. Et nous le disons, nous sommes, et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, dans le premier, dans le second tour et dans le troisième tour, s'il n'y avait pas eu de telle combine, nous sommes le premier bloc politique et nous exigeons d'Emmanuel Macron qu'il arrête le déni démocratique dans lequel il se trouve et qu'il nomme un premier ministre ou une première ministre du nouveau Front populaire, parce que nous continuons à aspirer à gouverner ce pays, d'autant plus dans un moment où, vous l'avez remarqué, si Emmanuel Macron voulait gouverner avec les Républicains, il aurait pu le faire avant la dissolution puisqu'ils avaient une majorité, et que donc il est inconcevable dans une démocratie, non seulement que les ministres députés votent pour pouvoir sauver la présidente de l'Assemblée, qui est celle qui a fait piétiner l'Assemblée nationale, notamment en proposant d'utiliser le 49.3 contre la retraite à 64 ans, et qui est la présidente de l'Assemblée qui a le plus sanctionné de toute la Ve République. Donc les Français ont exprimé un besoin de rupture. Ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui, et donc nous demandons à Emmanuel Macron de revenir à la démocratie. Peut-être ajouter quelques mots d'abord pour remercier André Chassaigne d'avoir bien voulu nous représenter. Il l'a fait de la meilleure des manières. Il a été au premier tour, lorsque chaque bloc défendait ses couleurs, largement en tête avec 200 voix, ce qui est en effet la démonstration que nous sommes la seule force politique cohérente et répondant aux aspirations des Françaises et des Français. On est aujourd'hui dans un sentiment mêlé de colère et de détermination. De colère parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont été volés. Ils ont infligé une défaite considérable à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Gabriel Attal, tout démissionnaire qu'il est, reste à Matignon. Et Mme Braun-Pivet, qui aurait dû avoir la décence des faits de ne pas se représenter, se retrouve également au perchoir. Comment se retrouve-t-elle au perchoir? Parce qu'elle a négocié avec une droite qu'elle a prétendu combattre dans les urnes. Elle a négocié des places dans les différentes instances de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de la démocratie qui doit se faire dans le débat au grand jour et non pas dans les combines de couloirs et d'appareils. Notre détermination n'est pas entamée. Les Françaises et les Français ont adressé
un message fort au président de la République et à nous-mêmes. Changer leur vie. Nous avons croisé beaucoup trop de Françaises et de Françaises qui ne joignent plus les deux bouts, pour lesquels les fins de mois ne sont plus le 30 mais le 15, qui se désespèrent de services publics sans visage, éloignés, qui galèrent pour se chauffer, pour se loger, pour se soigner. C'est à ces réponses-là que le nouveau Front populaire aspire à répondre. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du président de la République de ne pas poursuivre dans le déni de réalité et dans le déni de démocratie. Il lui appartient d'appeler à Matignon un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et nous serons, nous, les garants du résultat de ces élections. J'ai écouté avec attention le discours de Yaël Braun-Pivet et je pense qu'on peut dire qu'elle n'a rien compris au vote des Français. Elle nous dit qu'ils sont allés voter parce qu'ils ont enfin compris que les politiques pouvaient changer les choses. Alors la première conclusion qu'elle tire de ça, c'est qu'elle doit rester en poste. Ça prouve une première incompréhension. La deuxième, c'est que non, malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à recréer le lien de confiance. Et ce qu'il vient de se passer aujourd'hui ne va pas aider. La vérité, c'est que les Français sont allés voter la boule au ventre parce qu'il y avait l'extrême droite en embuscade. La vérité, c'est que moi, j'ai croisé pendant 3 semaines des gens qui étaient terrifiés de voir leur vie changer, de voir la violence antisémite, raciste, homophobe qui était en train de se dégager. Et quand on voit le vote qu'il y aura demain, quand on voit que les soutiens du président de la République refusent d'entendre ce simple mot. Pas d'extrême droite au sein de notre République, mais que penser de ce que Yaël Braun-Pivet a compris du vote des Français? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons manqué quelque chose d'important, celui de retisser justement ce lien de confiance. Elle aurait dû avoir la décence de ne pas se présenter. Les soutiens du président auraient dû avoir la décence de reconnaître la défaite. Ils n'ont jamais été aussi faibles, ils n'ont jamais été aussi impuissants. Et pourtant, ils s'accrochent. Ils s'accrochent par des petits deals de couloir. Alors, le seul message d'espoir que je retiens aujourd'hui, c'est que le nouveau Front populaire n'a jamais été aussi fort. Nous sommes 200, nous sommes unis. Nous avons réussi à nous unir hier et nous sommes restés unis tout au long de la journée. Eh bien, c'est ça que je veux dire. C'est que même si nous n'avons pas réussi à déjouer ces petits accords, nous sommes présents, nous sommes là et que nous allons nous battre semaine après semaine pour faire avancer les textes pour lesquels les Français nous ont élus, que nous allons nous battre pour avoir ce gouvernement que les Français attendent. Oui, la rupture n'a pas été possible à l'Assemblée nationale, elle le sera demain au gouvernement. Si on se place par rapport à l'Assemblée nationale, bien évidemment, nous sommes dans l'opposition. Mais ce que nous souhaitons, ce que nous attendons, c'est que le président de la République nomme un Premier ministre qui soit un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et à partir de ce moment-là, nous serons dans la majorité, bien évidemment, tout en menant le combat au sein de l'Assemblée nationale. Ce que nous avons en tête, c'est le peuple. C'est la parole du peuple, ce sont les attentes, ce sont les souffrances, c'est l'exaspération, c'est la colère. Et nous serons ici pour accompagner toutes les mesures, pour être à l'initiative des mesures qui sont indispensables pour répondre à la souffrance du peuple de notre pays. C'est le combat sur lequel nous sommes engagés. Voilà pour cette séance historique marquée par un suspense interminable. Les députés auront eu besoin de près de 6 heures pour finalement réélire Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Ainsi se termine ce numéro des grands débats. On se retrouve très vite pour d'autres moments parlementaires.